ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Nous continuons d'entrer dans l'année 2024. Nos 2 derniers épisodes étaient avec des femmes bourrées d'énergie, d'initiative pour changer le monde. Aujourd'hui, on va un peu s'attarder sur la grave situation dans laquelle se trouve notre monde aujourd'hui, en se penchant particulièrement sur les guerres qui l'agitent. Mais nous allons quand même, je vous le promets, essayer de donner des perspectives. Mon invité, justement, se penche sur ce monde en crise profonde et il dit qu'il est possible de soigner ce monde. Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Antoine Arjakovski, merci d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup d'auditeurs de ZTO vous connaissent pour vos participations fréquentes sur les plateaux de certaines bonnes chaînes d'information, pour votre œuvre importante, pour votre rôle au Collège des Bernardins, où vous êtes le co-directeur du département de recherche politique et religion. Vous avez passé une bonne partie de votre vie en Ukraine et en Russie. Vous avez notamment fondé l'Institut d'études écuméniques de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. C'est à peu près juste ? C'est ça. C'est ça. Vous publiez un livre, Pour sortir de la guerre, qui se consacre particulièrement à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Et nous verrons en fait que votre réflexion porte sur tout ce qui se passe au niveau planétaire en ce moment. Pour commencer, vous savez que nous vivons un temps particulièrement inquiétant. Au tout début de l'année, c'était en début de semaine dernière, au moment où nous enregistrons cette émission, le pape François a dénoncé ce qu'il appelle la 3e guerre mondiale par morceaux. Il parle d'un moment historique où la paix est de plus en plus menacée et affaiblie, et même en partie perdue. Il a parlé de la paix 28 fois lors d'une allocution de 40 minutes. Et il y a quelques jours, je recevais Sœur Sophie de Jésus, une religieuse rayonnante qui agit aux Philippines et à Marseille, pleine d'espérance et qui pourtant ne nous a pas caché, ça m'a même étonné, elle ne nous a pas caché son inquiétude pour les temps que nous vivons, aussi en Europe, mais dans le monde, parce que, disait-elle, ce sont des temps où s'impose de plus en plus la barbarie. Antoine Arjakovski, j'ai le sentiment, en vous ayant lu, que vous pouvez partager ce sentiment. Ah oui, on vit une période extrêmement dangereuse, extrêmement grave, marquée par des violences d'une brutalité énorme, que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine, qu'on n'avait pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Alors, vous vous êtes concentré particulièrement sur la guerre en Ukraine dans ce livre Pour sortir de la guerre. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie. D'ailleurs, quand vous avez écrit ce livre, et d'ailleurs, je crois que c'était cet été, l'été dernier, il n'y avait pas encore le conflit au Moyen-Orient ou au Proche-Orient qui est reparti de plus belle. Oui, mais justement, je l'ai appelé Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie parce que je comprenais bien que on avait affaire à moi ce que j'appelle une 4e guerre mondiale, c'est-à-dire la 3e guerre. On l'a déjà vécu avec l'affrontement entre monde libéral et monde communiste. Et pour moi, c'est une 4e guerre qui est en train de se métastaser partout. Vous le dites dans le livre, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le pape François qui, lui, parle d'une 3e guerre mondiale aujourd'hui. Disons que le pape François, pour moi, c'est celui qui est le plus réaliste au sens où il parle d'une guerre mondiale. Maintenant, est-ce que c'est la 3e ou la 4e? Encore une fois, Churchill en 46 a dit nous rentrons dans une nouvelle guerre. Un rideau de fer s'étend à travers toute l'Europe et c'est un combat entre monde post-communiste et monde libéral. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle métastase de cette guerre. C'est pour ça que j'appelle cette guerre une 4e guerre. Mais je suis d'accord avec le pape François pour dire que elle se mondialise et elle se métastase. Et donc, quand j'ai écrit ce bouquin au mois d'août dernier, j'ai demandé à ce que ça soit Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie, parce que c'est le monde démocratique aujourd'hui qui est en danger, pas simplement en Ukraine, mais aussi en Europe, au Proche-Orient, aux États-Unis, partout. Mais l'ennemi, d'ailleurs, n'est pas que la Russie. Et l'ennemi n'est pas que la Russie, puisque l'ennemi, c'est finalement, au bout du compte, pour le dire en un mot, une pensée que moi j'appelle la pensée post-moderne. Côté russe, ça s'appelle l'Homo soviéticus.
l'homo post-soviéticus, c'est-à-dire l'homme du ressentiment qui a pas accepté la chute du communisme et qui a été propagandé depuis au moins une trentaine d'années et surtout depuis Poutine, que l'Occident lui veut du mal, que le monde libéral est le monde de la décadence et que lui seul porte les valeurs de la Sainte Russie, etc. Donc ça, c'est une version du modernisme, l'homo post-soviéticus. Mais ce que j'explique, c'est que ce postmodernisme, il existe aussi en Occident. Et que nous-mêmes, on est de plus en plus affaiblis parce que on n'ose plus dire la vérité, on croit plus dans la vérité. Nietzsche nous a expliqué qu'il n'y avait pas de faits, mais seulement des interprétations. Les hommes politiques sont à peu près tous d'accord pour dire que le droit international ne fonctionne plus, il y a que des rapports de force et que c'est ça qui compte. Et donc il y a pas de justice. Tout ça c'est pour les poètes. Et donc voilà, ce postmodernisme se traduit par une forme de cynisme. Et donc il faut être lucide là-dessus. C'est pour ça que la première partie de ce livre, c'est un diagnostic sur la montée aux extrêmes de deux variantes du postmodernisme. Le postmodernisme version Poutine, le postmodernisme version tous les diplomates qui se prétendent réalistes et qui en réalité sont d'un cynisme pur. Et que ça, c'est dangereux parce que ça se radicalise de plus en plus et qu'il faut essayer de trouver une troisième voie. Et ça m'intéresse d'en parler avec vous parce que je crois que les chrétiens disposent d'une doctrine sociale qui permet de comprendre la situation et de proposer justement une voie de sortie de cette postmodernité. Alors on va certainement creuser tout ça si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant aussi et ce qui vous donne, Antoine Arjakovsky, une légitimité de plus, au-delà de toutes vos recherches et de vos travaux, je crois, notamment quand vous désignez l'ennemi, enfin la difficulté au moins avec la Russie, ce sont vos origines. Je vous posais la question avant le début de cette émission. Vous me dites vous vous sentez français, mais vous avez clairement des origines de l'autre côté de l'Europe de l'Est. Alors moi je suis né en France, de parents qui sont nés en France. En réalité ce sont mes grands-parents qui sont venus de l'Empire russe. Et à l'époque, voilà, il y a l'Ukraine en tant qu'État-nation n'existait pas. Et donc c'est pour ça que j'ai reçu une éducation liée à la Russie. J'ai joué du théâtre de Tchekhov en langue russe. C'était votre langue maternelle, hein, vous m'avez dit. Ma mère en plus était professeure de russe, donc oui, j'ai reçu ça en héritage. Maintenant, d'avoir vécu 17 ans en Russie et en Ukraine m'a permis de comprendre que cet héritage empire russe en réalité signifiait que j'avais des origines nationale et russe et biélorusse et ukrainienne. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert que il venait d'Odessa et Odessa c'est l'Ukraine, ou d'autres venaient de Crimée et la Crimée c'est l'Ukraine. Et donc voilà, c'est en étant sur place que j'ai approfondi mon identité en réalité. Je me sens proche et des Russes et des Ukrainiens dès lors que les Russes ne jouent pas les ours impérialistes et que les Ukrainiens ne jouent pas non plus les Cosaques ultranationalistes et anti-européens. Mais ça, c'est la minorité. Oui, c'est pas leur cas, hein, je crois. Hein. Non. Ça, c'est pas douloureux pour vous justement de voir cette Russie telle qu'elle se comporte aujourd'hui? Oui, moi j'ai une très grande tristesse. J'ai une très grande tristesse parce que je connais une autre Russie, justement celle que j'ai connue par mes grands-parents, celle de l'immigration russe, qui a produit un véritable renouveau de la pensée. Mais peut-être que l'immigration russe, c'était pas la Russie, ça n'était déjà plus la Russie. Pour moi, c'était la Russie. C'était la Russie en exil. Vous pouvez pas dire que Bounine n'est pas russe ou que Berdiaïev n'est pas orthodoxe. C'est de très grandes figures de l'émigration russe qui ont produit un véritable renouveau de la pensée et de la pensée philosophique, théologique, etc. et qui s'est opposé au communisme. Je crois plutôt que ça serait plutôt Lénine, Staline, Trotsky qui représentent pas la véritable Russie. Sauf que, en l'occurrence, c'est Lénine qui a gagné et qui les a expulsés en personne en 1922. Et donc, ils se sont retrouvés en France ou en Europe et ils ont profité du fait qu'il n'y avait pas de censure pour
proposer un visage nouveau de la Russie. Et à la fin de sa vie, Berdiaïev a écrit un livre qui s'appelle L'idée russe, qui n'est ni impérialiste, ni communiste, qui propose une voie qui représente pour moi l'avenir de la Russie. Donc c'est la Russie que j'aime. Et j'essaye de l'expliquer à mes amis ukrainiens qui, et on les comprend, sont tellement brutalisés par des siècles d'impérialisme et de violence, surtout depuis donc 2014 de la part de la Russie, que ils pensent que jamais de bon ne sortira de la Russie. Et voire même, il y a des nouveaux émigrés russes qui disent autant que la Russie disparaisse, on est capable de rien de bon. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. D'abord, je crois que c'est naïf. Ensuite, je pense pas que ça soit la bonne solution, la tabula rasa. Cette vision notamment des Polonais qui veulent des Polonais que je connais bien qui veulent démanteler en quelque sorte la Russie. Voilà, la tabula rasa, je n'y crois pas. Et en plus aujourd'hui, alors que la Russie est une puissance nucléaire, ça pourrait être dangereux. Par contre, mes amis de l'émigration russe actuelle et qui sont en train de créer une plateforme politique d'opposition démocratique, eux ce qu'ils disent, c'est qu'il faut une nouvelle Russie qui soit une véritable fédération et qui soit pas un empire auto-centré, autocratique. Eux, ils veulent redonner plus de pouvoir au Parlement, ils veulent donner plus de pouvoir aux régions, ils veulent bien entendu reconnaître l'Ukraine dans ses frontières de 91 et surtout, ils veulent se débarrasser du virus de l'impérialisme. Alors, qu'est-ce qui se passe, Anton Arjatkovski, cette Russie que nous aimons, on parle de l'âme russe, de la Sainte Russie, qu'est-ce qui est de ce pays dont nous nous sentons, nous, particulièrement français, si proches avec cette culture russe, la littérature russe, qu'est-ce qui se passe avec cette Russie qu'elle dévie autant de cette image idéale que nous avons? Alors, moi, mon diagnostic, il faut prendre le temps du diagnostic pour essayer de comprendre le problème. Oui, c'est l'objet d'un tiers du livre. Hein. Voilà. Le diagnostic, c'est que, bien sûr que la responsabilité première revient à la Russie de Poutine dans cette guerre et dans ce chaos qui est en train de se métastaser partout dans le monde. Mais nous aussi, en Occident, nous avons notre part de responsabilité, sur lequel on reviendra. Mais pour ce qui est de la Russie, moi, je dis, c'est une hydre à 4 têtes, comme on le disait dans l'Antiquité pour définir la guerre. Si avec une seule tête, ça serait facile. Mais là, il y en a 4. La première tête, c'est bien entendu celle que j'ai présentée brièvement tout à l'heure, c'est le post-soviétisme, mentalité du ressentiment, celle que représente Vladimir Poutine, et il n'est pas le seul. C'est pour ça que c'est compliqué. Quand on a vu cet été des gens comme Prigojine, on s'est dit c'est encore pire d'une certaine façon. Mais quand on voit aussi l'entourage de Poutine au Conseil de sécurité, que ce soit Patrouchev, l'ancien président du FSB, du service secret, pire que Poutine quasiment. Hein. Pire que Poutine, ou encore Medvedev, qui lui, ancien président de la Russie, parle de poser des bombes nucléaires tous les matins. Donc voilà, c'est des gens extrêmement dangereux et qui sont tous marqués par cette caractéristique qui est que ils n'ont pas de culture européenne, de culture de l'état de droit. Pour eux, l'état de droit, c'est une faiblesse. Leur culture, c'est la culture du knout, de l'autocratie. Là, c'est les origines mongoles, soviétiques, qui font que quand ils ont vu que dans les années 90, la Russie ne parvenait pas à s'opposer à la culture démocratique occidentale, et qu'ils voyaient que cette culture démocratique occidentale avait tendance à prendre le dessus sur la Russie, ils ont eu une réaction de rejet. Ils se sont associés avec les milieux mafieux, il faut le dire. Catherine Belton a écrit un livre définitif sur le sujet, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur cette alliance entre les anciens du KGB et les milieux criminels de la période post-soviétique. Et sont bâtis un empire. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a environ une centaine de personnes en Russie qui détiennent un tiers de la richesse nationale. Donc c'est une véritable oligarchie ultra inégalitaire. La Russie est un des pays les plus inégalitaires du monde. Ça s'est construit depuis plus de 20 ans. Déjà, Yeltsin a posé les bases de ça. Donc ça, c'est la première cause, qui est ce post-soviétisme cynique, désenchanté et ultra
inégalitaire, et malheureusement qui touche aussi les milieux religieux. Peut-être qu'on en reparlera. Il y a une autre cause qui est, moi, ce que j'appelle une cause théologico-politique, qui est en fait l'opposition entre deux modèles de gouvernement. D'un côté l'Empire, d'un autre côté l'État-nation. On connaît ça en France, puisque les trois guerres entre la France et l'Allemagne, c'était ça. C'était d'un côté, quel est le meilleur modèle? Pendant longtemps, en France, on se disait les uniques héritiers de Charlemagne. Les rois capétiens et jusqu'à la Troisième République se disaient les uniques héritiers de Charlemagne, les uniques légitimes à actualiser le royaume, parce que Charlemagne, il actualise le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il se fait couronner par le pape. À quoi, bien entendu, les Allemands disaient, mais non, c'est nous, Aix-la-Chapelle, Charlemagne, c'est Aix-la-Chapelle. Et donc, il y a quand même eu 3 guerres entre la France et l'Allemagne pour savoir qui était l'unique héritier de Charlemagne. Et il se trouve qu'en France, en 1881, Ernest Renan a proposé une alternative à ce conflit des égos impérialistes. L'idéologie de l'Empire, c'est un élu de Dieu à la tête de l'État. Un lieutenant de Dieu, comme on disait à l'époque de Louis XIV. Une langue, une histoire, une religion, un territoire. C'est ça la théologie politique de l'Empire. Ernest Renan a dit, en fait, il y a quelque chose de plus profond qui unit les hommes dans la paix, c'est l'État-nation qui, lui, repose sur la conscience morale. La conscience morale, à l'époque d'Ernest Renan, c'était la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui permet de tenir une nation au-delà des divisions confessionnelles, au-delà des divisions historiques, au-delà des divisions linguistiques. Les Alsaciens, ils peuvent parler allemand, ils peuvent être protestants, et pourtant, ils se sentent beaucoup plus français parce que ils ont ça en partage. Et c'est ça qui a gagné en 45 au bout du compte. Donc les Ukrainiens, c'est la même chose. Il y a une opposition entre Poutine et Zelensky. Poutine dit c'est moi l'unique héritier légitime de Vladimir, le prince de la Rousse qui a reçu le baptême en 988, et c'est la raison pour laquelle il a érigé une statue du prince Vladimir en face du Kremlin en 2014, alors que Vladimir n'avait jamais mis les pieds en Moscovie. La Moscovie n'existait pas au Xe siècle. Mais Zelensky lui répond: vous raisonnez mal. Ce qui forme une nation, et l'Ukraine est une nation qui est authentique depuis 1000 ans, c'est la conscience morale. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur révolution de 2014 la révolution de la dignité. Ce qui nous unit, qu'on vienne du Donbass ou de Lviv, qu'on soit catholique ou orthodoxe, voilà, d'où que nous venions, puisqu'il y a aussi des juifs, des musulmans en Ukraine, ce qui nous unit de plus profond, c'est que chaque être humain a une dignité infinie, qu'on tape pas sur des manifestants à coups de matraque. Il y a un état de droit, c'est ça qui doit fonctionner, on se sent européen. Voilà, ça c'est la deuxième grande cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis voilà, il y a en conséquence de ça, il y a deux autres causes. Il y a la cause historiographique. Ils ont deux visions différentes de l'histoire. La vision de Poutine et de beaucoup de Russes et de beaucoup d'historiens depuis Karamzin, c'est-à-dire depuis le grand historien de Nicolas Ier au début du 19e siècle, c'est l'historiographie des poupées russes, c'est-à-dire il y a eu la Rousse de Kiev. Ensuite, Alexandre Nevsky est parti à Novgorod. Novgorod a été conquise par Ivan le Terrible. Ivan le Terrible a donné comme successeur Pierre le Grand. Pierre le Grand a construit l'Empire. Catherine II, etc. Et donc tout ça, c'est des poupées russes. Et donc, au bout du compte, c'est nous les héritiers légitimes. À quoi les historiens ukrainiens répondent: attendez, d'accord, vous avez eu Alexandre de la Neva, qui de fait était bien un prince de Kiev. Nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a eu un autre prince de Kiev qui s'appelle le prince Danilo de Galicie et de Volhynie, qui est autrement plus important que Alexandre Nevsky. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a résisté aux Tatars. Si Alexandre Nevsky a collaboré avec les Tatars, lui, il a résisté et il a défendu la moitié de l'Ukraine qui va aller du Dniepr jusqu'au Danube, et qui en plus a été fait Rex Rusiae par le pape de l'époque, le pape Innocent. Donc, oui, une partie de la Rousse de Kiev est partie dans le Grand Nord, mais celle qui est restée libre, c'est celle de Danilo de Galicie, et c'est celle que nous
nous continuons aujourd'hui l'héritage authentique qui s'est défini comme ukrainien au bout d'un moment, c'est nous. Donc voilà. Bon, et puis il y a une quatrième cause qui est la cause ecclésiologique. Dont on va parler justement. Et alors, parce que justement, avant même d'aborder ce sujet, Anton Arjakovsky, vous avez employé la notion de guerre théologico-politique, et vous avez aussi souvent employé le mot inattendu ici, de morale. Et j'ai été très surpris, enfin j'ai beaucoup appris en lisant votre livre, des méfaits en fait, que je supposais mais que je ne connaissais pas bien de Machiavel. Et en fait, vous dénoncez en quelque sorte toute une conception politique et diplomatique héritée de Machiavel. Absolument. Et je pense que c'est à l'origine du passage de la modernité à la postmodernité. Alors ce passage, justement, vous dites, en fait, il consiste à séparer raison et foi. Absolument. Ça, c'était déjà l'époque moderne, c'était déjà l'époque de Machiavel, et l'époque postmoderne est venue radicaliser ça. Le cynisme actuel est une constatation, certainement positive, du fait que Machiavel, c'était un grand cynique. Et donc, sortons de cette modernité machiavélienne et essayons d'aller plus loin encore. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à Machiavel. Et c'était un cynique parce que vous dites que c'était en fait un pessimiste. Un pessimiste, absolument. Il croyait pas du tout dans ce que les théologiens de l'époque de Catherine de Sienne en particulier. Alors là, justement, c'est une des révélations du livre. Là, on y va. Lorenzetti, que je ne connaissais pas. Et vous faites de lui, en fait, un des premiers auteurs d'une démocratie inspirée, en quelque sorte, ou d'une pensée politique inspirée. Et républicaine. D'une république, effectivement, fondée sur l'engagement civique de chaque citoyen au nom du bien commun, médiatisé par une figure de la justice unie à la sagesse divine d'un côté et à la concorde de l'autre côté. Ça, c'est un modèle théologico-politique absolument incroyable. Un héritage, pardon, je vous interromps, un héritage, vous le dites, d'Aristote et même de Cicéron. Oui, un héritage de la pensée antique, Aristote, Cicéron, mais aussi Jésus-Christ. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le premier humanisme du Quattrocento, qui, à l'époque, a donné cette pensée extrêmement originale d'une république qui donne la place à chaque citoyen au nom d'une vision équilibré de la justice, qui équilibre une justice substitutive avec une justice participative, une justice commutative avec une justice distributive. C'est extrêmement bien pensé. Et ça a été complètement balayé par la période de Machiavel, par la Renaissance, par la séparation entre la raison et la foi, et c'est ça qui ne convenait plus aux auteurs du XXe siècle. Et je reviens en particulier à un débat qui pour moi est crucial pour comprendre le problème, c'est le débat entre Jacques Maritain et Raymond Aron. Là, on arrive au XXe siècle, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, et il y a Jacques Maritain qui dit, si on en est arrivé là, à cette guerre terrible entre Hitler et Staline, à ces millions de morts, à la Shoah, etc., c'est parce que on était dans ce machiavélisme, et ce machiavélisme, il repose sur la substitution d'une politique fondée sur la vertu, le courage, la fidélité, l'audace, la transparence, la bonté, etc. Et le bien, et le bien commun. Bien sûr, la culture du bien commun. On a remplacé ça par la virtu, avec un i, et non pas avec un e. Et la virtus, chez Machiavel, c'est pas du tout ça. C'est l'habileté. L'habileté à quoi? À prendre le pouvoir et à s'y maintenir par n'importe quel moyen. Et c'est ça que la science politique moderne a retenu. Et voilà, quand on parle avec des diplomates qui se présentent comme réalistes, ils disent, écoutez, vous êtes bien gentils, mais lisez Raymond Aron. Raymond Aron a répondu à Jacques Maritain, a expliqué que Jacques Maritain, c'était un poète. Bien entendu, tout le monde est pour le bien commun. La vérité, c'est que ce monde est fait d'un monde de brutes, etc. À quoi Jacques Maritain a répondu, sauf qu'on n'a déjà plus entendu sa réponse. La réponse de Jacques Maritain à Raymond Aron, c'est de dire, mais écoutez, qui a gagné au XXe siècle?
Est-ce que c'est Staline? Non. Est-ce que c'est Hitler? Non. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fait preuve de courage, Ce justement. sont les démocraties. Churchill, Roosevelt, ceux qui ont osé le pardon. Schuman, De Gasperi, Adenauer. Voilà. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'il faut revenir à une période pré-machiavélienne. C'est pour ça qu'il faut remettre les principes avant les intérêts. Les intérêts d'une nation seront bien défendus que s'ils sont cohérents avec les principes d'une nation. C'est ce que moi j'appelle le néo-réalisme. C'est ce que déjà défendait Jacques Maritain. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour construire la paix dans la durée. Oui, en fait, vous dites dans votre livre, Anton Arjakovsky, que ceux qui se prévalent d'un réalisme qui est en fait cynique, en fait, et n'appréhendent pas la réalité pour le coup. Et vous leur taillez d'ailleurs des croupières. Le pauvre Hubert Védrine dans le livre, où je pense même à Kissinger, même s'il n'est peut-être pas nommé, mais je l'ai senti. Et toute cette réelle politique dans laquelle nous avons été bercés, qui n'était pas si réaliste que ça, en fait. Qui n'était que cynique. Oui, Kissinger, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur tout. On en a fait un héros. Le président de la République lui a même déroulé le tapis rouge en disant c'était le plus grand diplomate du XXe siècle. En réalité, c'est l'homme qui est responsable de tous les coups d'État en Amérique latine, de toutes les guerres au Vietnam, au Cambodge, qui n'a rien vu venir quant à la Chine, etc. Donc, c'est vrai que je suis frustré quand on fait de Kissinger le modèle de la diplomatie. Gérard Haro, par exemple, son héritier en France, lui a même consacré une biographie, alors qu'il s'est trompé sur tout. Et même, à la fin de sa vie, il voulait partager l'Ukraine en deux, en disant on va pas se fâcher pour la Crimée. Et donc, répétant ce qui s'est passé à Munich, les accords de Munich, qui ont été à l'origine de l'extension de la guerre par Hitler dans toute l'Europe. Donc, voilà, je crois que là, il faut que les diplomates qui se présentent comme réalistes acceptent d'écouter les leçons de l'histoire et acceptent de comprendre que la véritable diplomatie qui fonctionne, c'est une diplomatie qui est fondée sur les principes. Et encore une fois, c'est pas de la poésie. Schuman n'était pas un poète, De Gaulle n'était pas un poète, et donc il faut sortir de ce que Raymond Aron a voulu défendre comme héritage, qui est enseigné aujourd'hui dans toutes les écoles jusqu'à l'ENA, d'un machiavélisme modéré. Non, on peut pas adopter de machiavélisme modéré. On est cynique ou on est du côté des principes. Il faut choisir les principes. Si on est du côté du cynisme, ça aboutit à rien. Alors, il y a le cynisme, il y a aussi la naïveté. Et d'ailleurs, vous désignez plus ou moins, on a parlé du pape François, il y a eu des erreurs, vous le dites, Anton Arjakovsky, dans son appréhension de la guerre en Ukraine, et ça a continué auprès de certains de ses conseillers que vous citez dans votre livre, même si en même temps, amende honorable, François, vous parlez de Fratelli Tutti, d'une véritable conception de l'amitié en politique, et que de son côté, il y a quand même un rapprochement vertueux et profond, notamment des valeurs de Lorenzetti et donc de ce retour à l'éthique. Oui, le pape François, il fait tout ce qu'il peut et il dit, moi j'ai fait des dizaines de déclarations en faveur de l'Ukraine. Je prie pour l'Ukraine, j'ai des amis ukrainiens, etc. Sauf que lorsque le président Zelensky est venu le voir au Vatican l'année dernière, il a dit, écoutez, merci de vos prières pour l'Ukraine. Nous, on a besoin que d'une seule chose. On a besoin que vous condamniez les crimes commis par la Russie en Ukraine, les crimes d'agression. Par exemple, le kidnapping de 20 000 enfants. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous. Et de ne pas faire l'amalgame entre le crime d'un agresseur et les crimes contre de voilà. Ceux qui sont agressés. On peut pas mettre au même niveau l'agresseur et l'agressé. Voilà. Malheureusement, il a même publié un tweet pour dire c'est ça que j'ai demandé au pape François. Mais il n'y a pas eu de réaction du Vatican. Et non seulement il n'y a pas eu de réaction du Vatican, mais quelques semaines plus tard, le pape François s'est adressé aux catholiques de Russie par Zoom, par vidéo, dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg, l'église catholique de Saint-Pétersbourg, et il leur a dit mes chers amis jeunes catholiques de Russie, soyez fiers de votre passé impérial, celui de Pierre le Grand et de Catherine II.
Et ça, les Ukrainiens, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu une sorte de grande déception et presque de colère à l'égard de ces paroles. Comme si, depuis des années que dure cette guerre, personne n'avait pu expliquer au pape François que tout le problème est que justement la Russie de Pierre le Grand et de Catherine II est une Russie coloniale, impérialiste, qui a brimé la culture ukrainienne, l'État ukrainien, la langue ukrainienne. Et donc, il y a eu, voilà, une sorte de colère, et ça s'est allé aux oreilles du pape François, qui, dans l'avion du retour de son voyage en Mongolie, a fait amende honorable, a dit, moi, ce que je voulais dire, c'est que tout pays est un grand pays s'il est en contact avec ses racines, et ses racines culturelles en particulier. J'ai pas voulu faire l'éloge de l'impérialisme. Maintenant, j'ai cité Pierre le Grand parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, mais si des historiens ont une autre histoire à nous raconter, qu'ils nous la racontent. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'était une marque d'humilité de la part du pape François, de reconnaissance qu'il avait peut-être pas eu toute la photo de l'histoire des relations russo-ukrainiennes. Et c'est la raison pour laquelle ce livre est important, c'est la raison pour laquelle toutes les conférences, les séminaires de recherche qu'on fait au Bernardin sont importants, parce qu'on essaye d'expliquer que il n'y a pas que l'historiographie russe, il y a aussi une historiographie ukrainienne qui explique que sommairement, depuis le 16e, 17e siècle, il y a une Ukraine qui est brimée par la Russie et qu'aujourd'hui, ça peut plus continuer. Tous ces canaux que vous employez, vous parliez des Bernardins de ce livre, Antoine Arjakovsky. Dans votre livre, vous le dites, l'heure est réellement grave, les enjeux sont devenus trop importants, donc il faut vraiment parler. Oui, là on est au bord du gouffre. Je veux dire, c'est cette guerre russo-ukrainienne. Encore une fois, c'est une guerre comparable à la guerre franco-allemande. Je l'ai dit. Et donc, qu'est-ce qu'elle a donné cette guerre ? Elle a donné une guerre mondiale avec des dizaines et des dizaines de millions de morts et surtout un ordre international qui a été perturbé pendant des décennies. Ça a continué en Troisième Guerre mondiale à partir de 46. Donc, ça veut dire, c'est urgent de sortir de notre paradigme moderne puis postmoderne, et c'est la raison pour laquelle j'ai réuni un certain nombre d'institutions, des institutions chrétiennes comme l'Institut chrétien d'Orient ou Pax Christi, des institutions laïques comme l'Institut Jacques Delors, l'Institut René Cassin, et ensemble on travaille à faire des propositions pour sortir de la guerre. Et c'est ces propositions que j'ai résumées dans mon livre et qui me paraissent importantes parce que si on continue à être en décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Or, c'est encore aujourd'hui, en janvier 2024, la situation de la France, qui contribue à moins de 0,5% de son PIB pour soutenir l'Ukraine, alors que des pays comme la Lituanie sont déjà à 1,5% de leur PIB. Ça veut dire, si on comprend pas qu'on doit se mettre en économie de guerre face à un pays comme la Russie, qui est en économie de guerre depuis 2 ans, alors on va la perdre, cette guerre. Et si on la perd, eh bien, on aura, là, pour le coup, un danger énorme qui va déstabiliser toute l'Europe. On peut dire au revoir à l'Union européenne, on peut dire au revoir à notre niveau de vie, on peut dire au revoir à l'ordre international. Antoine Arjakovsky, avant d'aborder quelques perspectives d'espoir, j'espère, dans cette émission, vous avez employé tout à l'heure ce terme de guerre théologico-politique. Je pense que l'auditeur français n'a pas forcément conscience de cet enjeu, et notamment on a parlé de l'Église catholique, mais il y a des enjeux au niveau de l'Église orthodoxe dont nous n'avons pas conscience ici, notamment entre l'Église orthodoxe russe, évidemment, et l'Église de Kiev. Et vous voulez l'expliquer en quelques mots? Parce que justement, je crois que là aussi, c'est un des cœurs du problème. Oui, absolument. C'est une des causes du conflit, c'est que l'Église catholique, elle a fait son Vatican II à partir de 1961 jusqu'en 1964, qui a permis une réforme d'une Église mondiale. Une réforme théologique, une réforme politique, la question de la liberté de conscience, la question de la synodalité, enfin bref. L'Église orthodoxe l'a pas fait. L'Église orthodoxe a cherché à le faire en 2016, à l'issue de plus de 50 années de discussions, de préparation du Grand Concile pan-orthodoxe, comme on l'appelait. Et 15 jours avant la tenue du concile, le patriarcat de Moscou a décidé de ne pas venir en Crète. Pourquoi ? Parce que l'un des sujets qui était à l'ordre du jour pendant toutes ces décennies et qui, à la dernière minute, tellement il était chaud, avait été mis de côté, c'est la question de l'autocéphalie. Comment une église orthodoxe peut
déclaré son autocéphalie, c'est-à-dire sa capacité à élire son primat et à vivre dans une relative autonomie vis-à-vis des autres églises, puisque l'Église orthodoxe, à la différence de l'Église catholique, vit vraiment la synodalité. C'est une communion de, aujourd'hui, 15 églises autocéphales et une dizaine d'églises autonomes. Pour accéder à l'autocéphalie, les Ukrainiens, depuis longtemps, disent « Nous, on veut être autocéphales ». On a reçu le baptême au Xe siècle. On a vu les Roumains, on a vu les Serbes, on a vu les Grecs, tout le monde recevoir son autocéphalie, alors que nous, on était encore vraiment plus anciens. Et il la demande depuis des siècles, en fait. Il la demande depuis des siècles. Hier. Voilà. Et là, il y avait un débat entre Moscou et Constantinople. Moscou disant, depuis le XVIIe siècle, depuis 1686, nous avons obtenu de Constantinople que le primat de Kiev puisse être nommé par Moscou, dès lors que le primat de Kiev reconnaissait que Constantinople était le primus inter pares, le premier parmi les égaux. À quoi Constantinople a répondu, il y a un problème, c'est que vous oubliez de dire que l'Ukraine a été évangélisée par des missionnaires byzantins, c'est donc un territoire qui n'est pas canoniquement lié à la Russie, mais qui est plutôt lié à Byzance. Ensuite, le métropolite de Kiev, il n'a plus rien à voir avec Byzance, alors qu'il s'était engagé à être en lien étroit avec Byzance. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a une division au sein de l'Église orthodoxe en Ukraine entre le patriarcat de Kiev, l'Église autocéphale. J'ai pas le temps de raconter. Très bien, il y a les uniates, il y a des tas de notions. Donc, il y avait un certain désordre dans les années. Et en plus, voilà que la guerre se déclenche en Crimée. Donc, et une guerre qui a des dimensions ecclésiologiques. Donc, le patriarche Bartholomée, voyant que Kirill, le patriarche de Moscou, fuyait la décision sur ce sujet, puisqu'il n'est pas venu à Moscou, et qu'il a même entraîné 3 autres églises avec lui, notamment Antioche, mais aussi la Bulgarie et la Géorgie. Patriarche Bartholomée, qui depuis les premiers conciles écuméniques est en deuxième position dans l'ordre des diptyques, c'est-à-dire l'ordre honorifique dans les églises après Rome, mais Rome étant séparée depuis le XVIe siècle, c'est Constantinople qui a assuré la primauté dans l'Église orthodoxe. Patriarche Bartholomée a été très mécontent que Kirill ne vienne pas, alors que lui, depuis 1990, depuis son élection, préparait ce concile. Et en 2018, a décidé de reconnaître l'Église orthodoxe d'Ukraine, en ouvrant les bras, bien entendu, à toutes les églises ukrainiennes. Il y en a 2 sur 3 qui ont répondu. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en Ukraine, il y a 2 églises orthodoxes. L'Église orthodoxe d'Ukraine, autocéphale, reconnue par Constantinople, et d'un autre côté, l'Église orthodoxe ukrainienne, dépendant du patriarcat de Moscou, même si aujourd'hui elle veut plus rien avoir avec le patriarcat de Moscou, et qui sont en schisme l'une avec l'autre. Donc le schisme intra-orthodoxe entre Moscou et Constantinople, entre l'Église orthodoxe d'Ukraine et l'Église orthodoxe ukrainienne, participe à ce conflit russo-ukrainien. Ce qui est étonnant, on va peut-être pas rentrer non plus trop dans les questions ecclésiologiques, mais cet ami commun dont on parlait avant le début de cette émission me disait, mais Olivier, pour pas le nommer, il y a une dimension nihiliste en fait dans l'Église orthodoxe russe qu'on connaît mal et que lui d'ailleurs voit hériter aussi d'une partie de la littérature russe que nous aimons tant. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il suffit de lire Dostoïevski pour le comprendre. Je voudrais prendre un exemple. C'est ce qu'il me disait d'ailleurs. Hein. Il y a un exemple qui moi me bouleverse. C'est dans Les Frères Karamazov, Ivan Karamazov qui rend son billet pour le paradis parce qu'il ne comprend pas la souffrance dans le monde. Et il la comprend d'autant moins que les moines d'Optino-Poustigne, qui était le grand monastère à l'époque, le monastère de l'Hésychasme, avec des très grands saints, répétaient une prière en permanence qui est lue aujourd'hui dans toutes les églises de Russie. Cette prière, c'est Seigneur, que tout ce qui va se passer aujourd'hui dans ma vie, que je comprenne que tout est selon ta sainte volonté. Et du coup, il y a une sorte de monophysisme, d'idée qu'il y a une toute puissance de Dieu. Même dans le mal. Et même dans le mal. Et donc, que Dieu est responsable du mal. Et donc, on passe très facilement du monophysisme au nihilisme. C'est ce que raconte Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Puis il y a aussi le grand inquisiteur dans le
Bien frère sûr. Karamazov, qui est aussi une sorte de rejet de la liberté ou du Christ. Voilà. Mais bon, ça c'est encore autre chose parce que de ce point de vue-là, Dostoïevski montre que au-delà même de la Russie, les hommes n'arrivent pas à comprendre, à porter le poids de la liberté. La liberté, c'est pas simplement le choix, c'est aussi de se mettre au service du bien commun. Enfin bref, donc ça c'est encore une autre question. Mais sur cette question, moi j'ai compris un jour, et c'est pour ça que le dialogue écuménique est important. Et c'est pour ça que dans mon livre et au Bernardin, j'insiste comme voie de sortie, en tout cas sur ces questions ecclésiologiques, de l'importance du dialogue écuménique. Il se trouve que moi, c'est en lisant un théologien catholique, Jean-Miguel Garrigue, que j'ai compris que lorsque on répond aux orthodoxes que, voyez, c'est quand même, lisez Ivan Karamazov, c'est pas acceptable de reconnaître que Dieu est responsable du mal. Les orthodoxes du patriarcat de Moscou vous disent, mais lisez l'évangile. Dans l'évangile, il est dit que pas un cheveu de la tête des disciples ne tombera sans la volonté de Dieu. Vous voyez donc que c'est biblique de dire que Dieu est tout-puissant. Et Jean-Miguel Garrigue dit, mais attendez, ça c'est pas chrétien de dire ça. Le Christ, lorsqu'il dit ça dans l'évangile, c'est qu'il cite en réalité le 3e livre des rois. Et dans le 1er chapitre du 3e livre des rois, le roi Salomon dit, si cet homme-là est juste, si cet homme-là est bon, alors pas un cheveu de sa tête ne tombera sans la volonté de Dieu. Ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on ne sépare pas l'ontologie, la métaphysique, de l'éthique. Alors que le patriarcat de Moscou a oublié la première partie de la phrase. Si cet homme-là est bon, et surtout a oublié la fin du verset. En revanche, si cet homme fait le mal, il périra. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut éviter de dire des bêtises. Et surtout, il y a d'autres passages évangéliques, notamment la lettre de Saint Jacques, qui dit que Dieu ne peut pas penser le mal. Dieu ne voit pas le mal. Dieu prend le mal en pleine figure. Donc voilà, je crois que cette dimension spirituelle, elle est capitale pour comprendre le malaise de cette âme russe qui n'a pas été évangélisée suffisamment. On dit souvent, c'est Olivier Clément qui disait ça, que l'Église orthodoxe a été plus liturgisée que catéchisée. Il faut une plus grande connaissance des Écritures pour essayer de se débarrasser des hérésies et notamment du monophysisme. La dernière partie importante de votre livre, Antoine Arjakovsky, pour sortir de la guerre, c'est trouver les remèdes, c'est soigner. Parce que justement, c'est assez plombant là, quand même tout ce qu'on est en train de se dire. La situation, vous le dites, est grave. On s'en rend bien compte que la situation est grave. Et puis, pas seulement pour les questions de la guerre qui a lieu en Ukraine. L'espérance chrétienne, déjà, qu'est-ce qu'elle vous dit sur cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? L'espérance chrétienne, elle est liée à l'Évangile et l'Évangile, le Christ le dit à ses apôtres. Ne craignez pas, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, mais je suis là. Et jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Et donc, l'Esprit souffle. Simplement, il faut l'écouter. Il faut pouvoir discerner les signes qui permettent de tendre vers cette proximité du royaume de Dieu sur la terre. Donc ça c'est ça l'espérance chrétienne. Et donc nous, on essaye de lire ces signes des temps, on essaye de discerner, on essaye d'écouter. Et notamment d'écouter les Ukrainiens qui aujourd'hui ont un comportement absolument héroïque et remarquable. Et ce que disent les Ukrainiens, c'est que il faut appliquer le droit international. Le droit international est bon, c'est simplement qu'il y a des points dans le droit international qui n'arrivent pas à être mis en œuvre à cause d'un manque de développement du droit international. Je donne un exemple tout simple, c'est le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il manque dans l'utilisation du droit de veto par les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité, la possibilité d'un droit d'appel de la part des Nations Unies. Si les nations à plus de 50%, donc dans leur majorité, considèrent qu'un droit de veto est mal utilisé, qu'il n'est pas conforme à la charte des Nations Unies qui demande au Conseil de sécurité de construire la paix, alors on peut outrepasser l'utilisation du droit de veto. Si on avait cet outil-là, alors on aurait pu envoyer depuis des années des casques bleus dans le Donbass, en Crimée, discuter des véritables
référendums et pas des référendums à mitraillettes comme Poutine le propose en Crimée, dans le Donbass, encore l'année dernière. Ça, c'est pas des référendums, c'est du simulacre. C'est pour ça qu'on est dans la post-modernité. Poutine joue avec le simulacre. Il utilise des mots, là, comme au mois de mars 2024, on parle des élections présidentielles en Russie. Là encore, on est dans un simulacre. C'est la post-modernité. Il y a zéro parti politique démocratique autorisé. Il y a zéro média indépendant. Bref, on est dans le simulacre. Si on sort du simulacre, alors on peut faire des réformes du droit. Si on croit dans le droit, on peut faire des réformes, et notamment cette réforme-là, elle permettrait, eh bien, d'éviter de reconnaître de faux référendums, d'envoyer des casques bleus, de permettre à ce que les Nations Unies soient une force capable, par exemple, de libérer le commerce de grains dans la mer Noire. Alors qu'aujourd'hui, lorsque au mois de juillet 2023, les pays de l'OTAN ont dit bah non, nous on n'est pas capable d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, Poutine, la semaine suivante, a déchiré l'accord qu'il avait pourtant signé avec les Nations Unies et il a bombardé tous les ports de la mer Noire, d'Odessa à Ismaïl, ce qui potentiellement peut provoquer une famine mondiale. Donc voilà, ça c'est la première proposition. Croire dans le droit international, permettre de véritables réformes du droit international. Si on ne le fait pas, on a perdu les Nations Unies et on est dans le chaos total. C'est une première voie de réforme. La deuxième proposition qui me paraît très importante, c'est celle d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais vous êtes fous, c'est justement le chiffon rouge qu'agite sans arrêt le président Poutine. En réalité, je crois que l'expérience devrait nous instruire sur le fait que les dictateurs ne mettent l'arme au pied que lorsqu'ils voient une force plus forte s'affirmer. Lorsque, comme on l'a vu en juillet dernier, les pays de l'OTAN craignent d'intégrer l'Ukraine, là, Poutine avance. Par contre, lorsque, en 1954, les pays de l'OTAN ont dit « l'Allemagne est occupée », et pourtant on va intégrer l'Allemagne indépendante. Ça a été la grande force de la 4e République, de Eisenhower, de toutes les pays de l'OTAN à l'époque, de dire on va intégrer la RFA. On peut rien faire avec la RDA qui est occupée par les forces communistes, mais on va intégrer la RFA. Et là, il y a des pseudo-réalistes, des cyniques qui ont dit « Ouh là là, ça va être très grave, ça va provoquer la colère de Staline ». Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Staline, d'abord, il est mort. Ensuite, Khrouchtchev, il a vu la force de l'OTAN et il a déclaré au 20e congrès qu'il fallait oublier Staline, qu'il fallait rentrer dans une période de coexistence pacifique. Donc, l'OTAN a gagné à ce moment-là en faisant preuve de force et de détermination. Et donc, aujourd'hui, il y a des grandes figures comme Andreas Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN, mais aussi Kurt Volker, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, qui disent au mois de juillet prochain à Washington, il y aura le 75e anniversaire de l'OTAN. Il faut intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ça veut pas dire qu'on va envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. Ça veut dire tout simplement qu'on va être cohérent par rapport à ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, on cherche à isoler la Russie. Déjà, on fournit l'Ukraine en armement. Mais en plus, on ajoute les paroles aux actes. On est cohérent. Et c'est ça qui seulement peut arrêter Poutine. Voilà une proposition. Avec aussi, vous le dites dans le livre, l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Absolument. C'est un élément également important, mais y croyez-vous, en fait, Anton Arjakovsky, parce que nos institutions internationales paraissent tellement malades aujourd'hui et tellement faibles. Et puis aux États-Unis, tout dépend, il semble quand même aussi de ce qui va se passer, des élections prochaines, au mois de novembre prochain. Est-ce que vous croyez que ces vœux vertueux que vous avez peuvent se réaliser? On a l'impression que pas du tout. Ah, mais moi, j'y crois à 200%. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'histoire, et c'est le rôle des historiens, à mon avis, de le rappeler, a montré que face aux dictateurs, seul un langage de fermeté payait.
Bon, donc premièrement, si demain Poutine prenait Kiev, ça veut dire qu'il y aurait la deuxième armée du monde qui intègre la principale armée conventionnelle, l'armée ukrainienne en Europe. Ce serait un danger terrible. Et en plus, Poutine a déjà dit qu'il remettait en question l'OTAN, la participation de la Pologne, des pays baltes, de la Slovaquie dans l'OTAN. Donc ça veut dire ça sera le chaos en Europe. Donc on n'a pas le choix. 2, il y a déjà des décisions qui ont été prises qui montrent que ce que nous proposons depuis des années, enfin, commence à être entendu. Au mois de décembre dernier, vous avez entendu que les Européens ont intégré l'idée qu'on puisse commencer des négociations pour intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Je vous rappelle que 1 an plus tôt, le président Macron avait dit que ça mettrait 20 ans. Alors que là, aujourd'hui, on commence déjà à négocier la trentaine de chapitres dont on sait par ailleurs que grâce au traité d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, une grande partie de l'acquis européen a déjà été intégrée par l'Ukraine. Donc, les diplomates sérieux disent que c'est tout à fait jouable de faire ça d'ici 2030. Donc voilà, sur l'autre mesure dont je parlais, c'est-à-dire l'OTAN, encore une fois, je vous dis que des gens très sérieux comme Rasmussen ou Volcker insistent sur ce point. Les Lituaniens que je rencontre régulièrement disent que c'est urgent. Quant au président Biden, ça peut être une carte importante pour lui, s'il veut être réélu cette année, de dire combien il est ferme dans son opposition à Poutine, alors que son adversaire Trump, chacun sait qu'il est marqué, il est entaché de ces rencontres comme celle qu'il avait faite à Helsinki, où il était comme un caniche à côté de Poutine. Donc, ça peut être un argument pour Biden. Et du côté français, le président Macron a dit en Slovaquie au mois de mai dernier qu'il était favorable à ce que l'Ukraine soit intégrée dans l'OTAN. Donc, oui, c'est des idées qui doivent... Vous n'êtes pas trop sévère avec lui d'ailleurs, hein, en général, envers Macron. Enfin, vous n'êtes pas que sévère avec lui. Voilà, à la fois je montre le fait qu'il a été marqué lui aussi par Machiavel, et en même temps qu'il a l'intelligence d'évoluer avec son temps, et que on est passé du il ne faut pas humilier la Russie au nous serons avec l'Ukraine jusqu'à la victoire. Et ça, c'est une évolution réaliste au bon sens du terme. Vous espérez un renouveau de la politique? On a parlé tout à l'heure de Lorenzetti au Moyen-Âge. Dans votre livre, vous avancez les thèses de John Milbank et d'Adrian Pabst, qui sont, lui, il y a des universitaires, un politique, l'un en politique et éthique, l'autre professeur en religion, qui remettent le bien commun au goût du jour et qui, je trouve ça très intéressant. Vous dites que ils vont chercher dans l'œcuménisme et dans les différentes traditions spirituelles et puis les différentes convictions tout ce qui peut nous relier au niveau humanitaire. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il reparle du bien commun. Bien sûr, bien sûr. Le livre de John Milbank et de Adrian Pabst s'appelle La politique de la vertu. Qui, je crois, d'ailleurs est publié chez le même éditeur que votre livre. Oui, absolument. Absolument. C'est un livre que je trouve absolument remarquable. Pour moi, John Milbank, c'est un des plus grands philosophes et théologiens de notre époque, et c'est extrêmement convaincant tout ce qu'il dit sur le fait que l'efficacité, elle est du côté de la vertu à l'époque de la globalisation, et pas du côté de l'habileté et des visées à court terme par rapport au rapport de force. C'est extrêmement convaincant. Je peux pas résumer en quelques secondes un livre qui fait plus de 600 pages, mais c'est un signe des temps. Il y a un autre auteur qui pour moi est important, c'est Mireille Delmas-Marty, qui était professeur au Collège de France en droit international, qui était parfaitement consciente que notre droit doit évoluer, notre droit normatif, positif, pyramidal, qui est un droit de l'époque moderne, ne convient plus aujourd'hui. Elle parle de la rose des vents, où elle dit, il faut être réaliste. Il y a des forces contraires dans le monde. La force de la coopération s'oppose avec la force de la concurrence. La civilisation chinoise est différente de la civilisation européenne. Il faut tenir compte de ces forces contraires, et néanmoins, ne pas laisser tomber les principes d'universalité, et notamment le principe de la dignité de la personne, par exemple, le personnalisme. Ça, c'est des principes qui nous conviennent très bien, et pourtant viennent de Mireille Delmas-Marty, qui se définissait pas spécialement comme chrétienne, mais qui considérait que il est possible d'avoir un droit universel
qui tient compte des différences de civilisation. C'est pas civilisation contre civilisation, ça c'est le modèle de Poutine, c'est universalité dans la diversité. Et de ce point de vue-là, la théologie œcuménique au sens vraiment transreligieux du terme, transconfessionnel, transconvictionnel, transdisciplinaire, apporte beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que les chrétiens ont énormément de choses à apporter de ce point de vue-là. Tant mieux. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur ce qui se passe au Proche-Orient. Vous citez Hannah Arendt dans votre livre. Hannah Arendt était, quand elle a vu la naissance d'Israël, elle était assez pessimiste sur l'avenir d'Israël. Comment voyez-vous les choses là-bas ? Alors, moi, à titre personnel, je réfléchis à ces questions-là parce qu'au Bernardin, on a aussi un séminaire sur la géopolitique de la Méditerranée et bien entendu que l'évolution dramatique depuis le 7 octobre ne fait que renforcer notre conviction qu'il y a une urgence pour mettre en place, là encore, les résolutions des Nations Unies depuis 1967 avec cette solution des 2 États. Un État israélien, un État palestinien, une capitale commune, Jérusalem, et des solutions sur tous les sujets qui font polémique depuis 40 ans, la question des réfugiés, la question des frontières, la question de l'eau, la question économique. Il y a des solutions à ça. Et du reste, ces solutions avaient été trouvées au moment de l'initiative de Genève, qui avait été portée en 2003 par mon ami Alexis Keller. On avait trouvé des solutions sur tout. Simplement, à l'époque, le quartet, Russie, États-Unis, Union européenne, Nations unies, avait dit, là encore, vous êtes des poètes, hein. Circuler, il y a rien à voir, on va s'occuper de tout. Et ils se sont occupés de rien. Ça veut dire, cette diplomatie professionnelle déconnectée de la société civile, le contraire même du modèle de Lorenzetti, elle a échoué. Donc, ça va bien, les diplomates qui se disent réalistes et qui s'adressent à la société civile avec compassion et mépris. En réalité, oui, j'allais le dire. Ça va pas. Donc, moi, je milite pour cette solution à 2 États. Je milite pour la défense du droit international. Est-ce que c'est encore possible ? Il suffit, moi je pense, quand on regarde une carte et de voir ce tout petit point Israël par rapport à tout son entourage avec des pays qui sont souvent qui haïssent Israël, je me dis c'est quand même difficile. Alors bien entendu que ça va prendre du temps. Il y a 2 choses. Il y a la solution, il y a la décision politique. Et je crois savoir que au sein du Hamas, il y a déjà des prises de position qui ont été prises. En tout cas, il y a un article qui a été publié dans le Washington Post disant que du côté du Hamas, on est prêt à reconnaître Israël. Ce qui est, à mon avis, une évolution importante depuis le 7 octobre dernier et qui permettrait du coup de prendre cette décision politique d'une solution à 2 États. Mais bien entendu que ça sera pas suffisant. Il y a tout un travail de formation. De même que sur la Russie et sur l'Ukraine, on explique, et notamment dans ce livre, j'explique avec nos amis russes qu'il y aura un travail de déradicalisation à mener, de formation à l'état de droit, de sortie de l'historiographie et de l'ecclésiologie impériale, etc. C'est la même chose vis-à-vis du Proche-Orient. Il faut sortir de l'antisémitisme congénital qu'on trouve dans beaucoup de pays, à commencer par le Liban et ailleurs. Mais il faut aussi essayer de convaincre les Israéliens, la partie Likoud, que le bien le plus précieux, c'est la paix, qu'ils n'y arriveront pas sans reconnaître l'État palestinien pleinement. Donc voilà, ça c'est un travail de formation, de respect du droit. Souvent on dit le problème aujourd'hui c'est que il y a 2 poids 2 mesures, ce que vous dites pour les uns vous le respectez pas pour les autres. Ça je crois qu'il faut pas rentrer là-dedans parce que c'est justement les postmodernes qui disent ça. Nous on défend le droit international qui d'un côté dit il y a un droit à la légitime défense et d'un autre côté dit il y a un droit à respecter la proportionnalité des moyens. Donc voilà, le droit international est un droit complexe, il faut le renforcer et pas le mépriser. Alors Antoine Arjakovski, on arrive à la fin de cet entretien. La dernière page de votre livre, elle est consacrée à une contemporaine de Lorenzetti, à Sainte-Catherine de Sienne, qui est copatronne de l'Europe. L'Europe, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous croyez, et pourtant on a le sentiment que c'est peut-être la seule réalité politique à venir qui pourrait nous sauver,
Ici, nous Français par exemple, mais Européens en général, est-ce que vous y croyez à l'Europe? Moi, j'y crois beaucoup à l'Europe et au Bernardin, on a publié plusieurs livres sur le sujet avec des propositions très concrètes. L'Europe, ça participe justement à ce qui vient après la modernité, après la postmodernité, avec ces idées qui nous sont chères, l'idée de la subsidiarité, l'idée de l'unité dans la diversité, c'est d'ailleurs la devise de l'Europe. L'idée d'une identité en mode pelure d'oignon, c'est-à-dire je peux être français, mais aussi européen, mais aussi citoyen du monde, alors que jusqu'à présent les identités, comme le dit Amin Malouf, étaient des identités meurtrières. Donc l'Europe, voilà, c'est quelque chose de magnifique qu'il faut préserver. Il faut là encore faire avancer le droit. On n'arrivera pas à intégrer des pays comme l'Ukraine, mais aussi tous les pays des Balkans. On parle d'une Europe à 34 d'ici 2030. Si on fait pas évoluer aussi les prises de décision au sein du Conseil européen, par exemple. Pour l'instant, c'est soit la majorité, l'unanimité, pardon, soit rien. Et il a fallu attendre que Viktor Orban aille prendre un café pour décider que finalement on veuille bien intégrer. Ça va pas. C'est comique. C'est comique. Voilà, il y a un problème. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des solutions à ça. Et il se trouve que dans le monde écuménique, par exemple au Conseil écuménique des Églises, on utilise la technique du consensus différencié, qui permet sur certains sujets, pas sur tous, de prendre des décisions à la très grande majorité en respectant le droit des minorités. Ça, ce type de décision, il faut que ça soit pas réservé simplement au monde écuménique. Il faut que ça imprègne le monde politique. Ça veut dire l'Europe, c'est quelque chose de magnifique, mais qu'il faut développer encore pour que sa souveraineté puisse rayonner dans le monde et qu'on soit pas simplement entendu que comme une puissance commerciale. Ça va pas. En fait, et si je vous ai bien écouté tout à l'heure, on n'aura pas vraiment le choix. On n'aura pas le choix. Ça, c'est clair. Donc tant mieux. Ouais. Ce titre, Pour sortir de la guerre, en fait, en vous ayant écouté, en vous ayant lu d'ailleurs aussi Antonin Jakovsky, c'est pas qu'un vœu pieux. Vous y croyez vraiment Ah non, oui, non, c'est pas qu'un vieux pieux, c'est une feuille de route avec voilà une vingtaine de propositions extrêmement précises qui encore une fois sont le fruit d'un travail avec plus de 200 personnes de 6 think tanks différents avec les meilleurs experts du sujet en France. Je veux dire, on a et puis moi ça fait 17 ans que je travaille là-dessus, donc je suis absolument convaincu que on n'a pas le choix. Quel message pour les auditeurs qui vous écoutent et qui se disent ouais, qu'il est gentil mais il plane quand même un peu et qui sont eux très angoissés? D'abord, je voudrais rassurer ces gens-là parce que cette réaction-là, je l'entends souvent. Et je l'ai entendue encore il y a pas très longtemps au Quai d'Orsay. Bravo, vous êtes optimiste, c'est très bien. Et encore une fois, je réponds que nous sommes absolument sûrs de nous. Nous, ça veut dire les néo-réalistes qui fondent la nouvelle diplomatie sur les principes avant les intérêts, que ceux qui ont gagné au XXe siècle, ce sont ceux qui ont mis justement les principes à la base de tout. Les Churchill, les Roosevelt, les De Gaulle et compagnie. Ça veut pas dire que ils étaient cuit les petits oiseaux. Et du reste, Maritain l'explique contre Raymond Aron. Il dit dans l'Évangile, il y a marqué soyez doux comme des colombes et rusés comme des serpents. C'est pas honteux que d'utiliser la ruse. Dès lors que cette ruse est mise au service du bien commun. Voilà. On n'est pas du tout des naïfs. On est des ultra-réalistes. Il n'y a pas le choix. Donc, voilà. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est combien de temps ça mettra avant d'infuser. Et par quelle douleur on passera pour y arriver. Mais voilà, parce que en gros, chaque jour, pratiquement, il y a des centaines de morts en Ukraine, du côté ukrainien, aussi du côté russe, et des milliers de vies brisées. Je parle même pas des millions de gens qui ont dû quitter leur foyer. On est dans un cas de génocide là actuellement. J'utilise ce terme à dessein. Et la Cour pénale internationale, quand elle poursuit Poutine et Lvova-Belova pour kidnapping d'enfants, c'est vraiment un des articles du génocide. Vous pensez qu'il se retrouvera un jour au tribunal de La Haye?
Je crois que c'est possible. On l'a vu avec Milosevic. Pourquoi ça arriverait pas avec Poutine? Tout va dépendre de notre détermination, de notre volonté d'aller au bout de ce qu'on pense. Et le problème de notre ambiance postmoderne, c'est que nous ne sommes pas suffisamment déterminés. Et ça m'étonne pas que le président Macron, dans ses vœux, ait parlé de détermination, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Il parle de force d'âme, mais la force d'âme, ça se décrète pas des doigts de la main. Ça, c'est quelque chose qui s'éduque. Lorsqu'on lit Montesquieu, lorsqu'on lit les grands auteurs du 19e siècle, Chateaubriand et d'autres, c'est un travail qui met des décennies de transmettre la vertu. Donc voilà, mais il faut commencer, il faut le faire, il faut compter sur des personnes qui ont ce charisme-là, et je crois qu'il y en a en Europe en tout cas. J'ai lu il y a pas très longtemps un discours de Olaf Scholz, le chancelier allemand, à Prague l'année dernière, où il disait il faut sortir du pseudo-réalisme, il faut une diplomatie fondée sur les principes. Les Allemands, en l'espace d'un an, ont complètement changé de braquet. Donc ça veut dire que c'est possible, et j'espère qu'en France, on aura cette prise de conscience cette année. En tout cas, c'est urgent pour moi. On a parlé de nouvelles politiques, on a beaucoup parlé de relations internationales, donc une pensée, je pense à ceux qui seront les futurs diplomates. Quels conseils voudriez-vous leur donner, ceux qui vous écoutent et qui sont diplomates en herbe, parce que vous parlez de vertu, vous parlez d'éthique, alors qu'ils ont peut-être pas été élevés dans ce climat-là? Moi, je leur conseille d'abord d'aller à Sienne, de visiter le palais public, de regarder cette fresque magnifique de Lorenzetti et de méditer sur la puissance de ce premier humanisme qui a été capable de penser une république ouverte à tous, tournée vers le bien commun, capable d'intégrer les héritages spirituels, intellectuels de l'Antiquité grecque, romaine, juive, chrétienne, et donc de se forger des convictions fondées sur ces héritages métaphysiques et spirituels, et de s'y tenir. Voilà, c'est ça qui pour moi est le plus important et le plus efficace pour un diplomate. Antoine Arjakovsky, merci. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous avez envie de dire encore, peut-être avant qu'on se quitte? Écoutez, non, je suis ravi qu'on ait pu avoir cet échange. Oui, j'aimerais que les gens puissent lire ce livre, parce que on n'a pas parlé, par exemple, du plan de paix que propose Zelensky. Et que vous dites, on peut d'ailleurs en parler un petit peu avant de se quitter. J'étais étonné, mais vraiment, vous êtes très partisan de ce plan. Vous dites qu'il est vraiment très bon. Oui. Celui qui date de novembre de 2022, qui était présenté à Bali. Absolument. Au G20. Je crois qu'il faut croire dans cette idée que le bien entraîne le bien, et que alors que beaucoup de gens il y a encore un an parlaient du plan chinois ou tel plan, là Zelensky, à force de défendre son plan de paix, aujourd'hui il y a plus d'une cinquantaine de pays qui se sont réunis autour de ces 10 principes qu'il défend, et donc c'est une coalition qui est en train de grandir, et voilà, je pense que c'est important de se mettre à l'écoute de la diplomatie ukrainienne, parce qu'ils sont en train d'inventer le 21e siècle. Au même titre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a adopté la charte de l'Atlantique, on a adopté ce qui va devenir plus tard les accords de Bretton Woods, etc. On a construit tout l'ordre international d'après 46, et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ça, ça a été pensé avec des Français comme Maritain et René Cassin et Eleanor Roosevelt et bien d'autres. Eh bien, c'est maintenant là qu'il faut préparer l'ordre international du 21e siècle. Et ceux qui sont devant nous, c'est les Ukrainiens. Ça vient d'où? D'ailleurs, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre du rôle excellent de la société civile ukrainienne. Moi, j'en suis presque étonné. Je connaissais un peu l'Ukraine, de voir que ce pays a tant de ressources au bon moment, qui n'est pas un bon moment, mais qui est un moment vital pour eux. Oui. Mais parce que pour eux, c'est un combat existentiel. C'est un combat existentiel. Ça fait pas juste depuis leur indépendance en 91. Ça fait depuis 1000 ans qu'ils attendent ce moment. Ça fait depuis 1000 ans que l'Ukraine veut se constituer en État-nation, capable de proposer un modèle qui soit un modèle vraiment de construction de la paix réaliste, quoi. Leur modèle, qui était par exemple, sur le plan religieux, de double attachement, et à Constantinople et à Rome, ça a été balayé par la modernité. La modernité a dit cuius regio eius religio.
tel prince, telle religion, choisissez votre camp. Et ils ont été obligés de choisir leur camp, ce qui a divisé l'Ukraine. Aujourd'hui, à l'époque de la globalisation, cette idée de multiples appartenances qui avait été tentée, ou d'ailleurs politiquement avec les Polonais, avec l'union de Lublin, qui était une préfiguration de l'Union européenne, tout ça revient d'actualité, et c'est pour ça qu'ils sont aussi déterminés et aussi motivés, et que nous, on a intérêt à les écouter. Sława Ukraine. Herojem slava. Gloire aux héros. Merci Antoine Arjakovski, merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.